Il était environ 6 heures du matin lorsque j'ai ouvert la porte de ma maison isolée dans les montagnes Adirondacks. L'air frais de la forêt pénétra mes poumons, emplis de l'odeur des pins et de la rosée du matin. À cet instant, je me sentais à la fois apaisé et encore engourdi par le sommeil. Moi, Eden Brody, ancien journaliste devenu écrivain en herbe, je n'avais pas encore complètement émergé du brouillard de ma nuit. J'étais simplement sorti dans la rue dans ma chemise de flanelle usée et mes chaussures fatiguées, bâillant et rêvant déjà d'un café fort pour me réveiller. Le matin, ici, dans mon ermitage au milieu de la nature, se déroulait lentement, comme si chaque instant était un luxe. Soudain, mon corps se figea, comme frappé par une décharge électrique. Là, à quelques pas de moi, se tenait un énorme ours noir. Sa présence semblait remplir tout l'espace autour de moi, rendant l'air épais et immobile. L'animal n'a pas bougé, il n'a pas grogné, et surtout, il ne montrait aucun signe d'agressivité. Il se tenait juste là, sur mon porche, respirant bruyamment, son corps tremblant et sa fourrure emmêlée, parfois mouillée. Il semblait avoir traversé une rivière déchaînée ou avoir été dans une bataille avec un ennemi inconnu. Mais ce qui me saisit le plus, ce furent ses yeux. Ses yeux sombres et humides, presque humains, d'où semblaient couler des larmes. Elles se répandaient sur son visage en petits ruisseaux, comme un robinet défectueux. Jamais de ma vie je n'avais vu un animal sauvage manifester une telle émotion. Ce spectacle m'atteignit profondément, et pendant un instant, je n'eus plus peur, malgré la puissance évidente de la bête qui pouvait me briser en un clin d'œil. C'est alors que je remarquai ce qu'il tenait dans sa gueule, un petit ourson, dont le corps pendait mollement, la tête rejetée sur le côté, comme une poupée de chiffon abandonnée par un enfant. À ce moment-là, je compris que ce n'était pas simplement un ours, mais une ours, une mère en détresse, portant son petit mourant. Un réflexe primitif m'envoya une vague de panique. J'avais envie de claquer la porte et de saisir mon vieux pistolet accroché dans la cuisine. Mais quelque chose dans la manière dont l'ours se tenait m'arrêta. Il n'y avait ni menace ni agression dans son attitude. Plutôt une sorte de désespoir maternel silencieux. J'avais l'impression qu'elle me suppliait, sans un mot, de comprendre sa douleur. Je reculai lentement, sans quitter des yeux la maman ours. Elle fit quelques pas prudents derrière moi, avant de poser doucement son petit sur le plancher de mon porche, puis se recula et s'assit. Elle me fixa intensément, sans cligner des yeux, comme si elle attendait quelque chose que je ne comprenais pas encore. Contre tous mes instincts de survie, contre toutes les histoires d'ours attaquant les hommes, contre les avertissements des rangers, je m'agenouillai devant l'ourson. Il était si petit, presque de la taille d'un cocker moyen, avec des côtes saillantes et du sang séché sur une oreille. À première vue, il semblait déjà mort. Pourtant, en le regardant de plus près, je vis sa poitrine se soulever très légèrement, un souffle presque imperceptible. J'étais presque sûr qu'il était mourant, mais il luttait encore, et cela suffisait pour me donner de l'espoir. Je levai les yeux vers l'ours, qui continuait à me regarder avec une sorte de conscience, presque humaine. Elle attendait toujours. Un sentiment étrange m'envahit alors, comme si j'avais été choisi pour faire quelque chose, pour répondre à un appel que je ne comprenais pas encore totalement. En prenant une grande inspiration, je murmurai, presque sans y penser, « Je vais essayer, d'accord? Je vais essayer de l'aider. » L'ours ne bougea pas, elle semblait comprendre mes mots, même si elle ne pouvait les entendre. Son regard se fit plus doux, presque soulagé, comme si elle me faisait confiance pour une raison que je n'avais pas encore saisie. J'enroulai doucement l'ourson dans ma chemise en flanelle, puis, lentement, je m'éloignai vers la maison, toujours sous le regard perçant de l'ours, sans signe d'agression. Elle restait là, immobile, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Je posai l'ourson sur le canapé, à l'intérieur, et commençai à chercher frénétiquement tout ce qui pourrait m'aider, des serviettes, un coussin chauffant, des bouteilles d'eau, agissant plus par instinct que par réelle connaissance des soins à apporter. De temps à autre, je jetai un coup d'œil à la fenêtre, où l'ours restait immobile, surveillant la maison avec une attention presque surnaturelle. Le petit était froid, mou, presque sans vie. Mais alors, contre toute attente, il y eut un léger mouvement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, à peine perceptible,
mais suffisamment pour me faire espérer. J'avais failli l'abandonner, mais cette lueur de vie changea tout. Il était vivant, encore là, prêt à se battre. Je me hâtai dans la pièce du fond pour allumer un radiateur, en plaçant autour de lui tout ce qui pourrait lui offrir un peu de chaleur. Le petit, bien qu'immobile, montrait des signes de lutte. Ses blessures étaient graves, mais il tenait bon. Et à travers tout cela, l'ours restait là, en dehors, fidèle à son poste, surveillant la maison. Je pris mon téléphone et appelai la vétérinaire locale, Rachel Kowalski. Elle me donna des instructions simples mais cruciales: réchauffer l'ourson, vérifier les saignements, lui donner de l'eau avec du miel en petite quantité. J'avais à peine le temps de respirer, mais j'étais déterminé. Le petit ours était entre mes mains, et il n'était pas question de le laisser partir si facilement. Après quelques heures, l'ourson commença à montrer de légers progrès. Il réagissait à la douleur, à l'eau sucrée que je lui donnais goutte à goutte. Un petit pas à la fois, il commençait à se battre pour sa vie. De l'extérieur, l'ours ne bougeait toujours pas. Elle attendait, comme si elle savait que la situation était entre mes mains désormais. Je restai là, assis près du petit, les yeux fixés sur lui, pendant que l'ours, fidèle et calme, continuait de surveiller ma maison. J'avais l'impression qu'elle savait, d'une manière ou d'une autre, que son petit allait peut-être s'en sortir. Et c'était tout ce dont je pouvais rêver à ce moment-là. Mon téléphone a sonné, c'était Rachel. « Ginny dit que tu es folle, mais elle est en route pour te voir avec des médicaments. Tu les auras dans quelques heures. Que Dieu vous bénisse. » Sa patte saigne, il a probablement été mordu et il a de la fièvre, répondis-je rapidement. Gardez-le au chaud, ne faites pas de mouvements brusques, et ne laissez pas la porte grande ouverte. L'ourson était un miracle en soi. Malgré la douleur et l'agitation de l'animal, il m'avait fait confiance. Les heures passaient, et je nettoyais soigneusement sa plaie, espérant qu'il survivrait. Le soir, le petit commença à ouvrir un œil et à me regarder. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, juste une compréhension, comme s'il savait que je l'aidais. « Tu n'es plus seul, bébé, » murmurai-je. C'était un espoir fragile, mais un espoir quand même. Lorsque Rachel et Ginny arrivèrent, elles se mirent immédiatement au travail. Ginny diagnostiqua une morsure d'un ours mâle, une situation courante chez les jeunes ours. « C'est incroyable qu'il ait survécu, et qu'il soit venu ici, » dit-elle. Une pensée me frissonna. L'ours m'avait-elle observé avant de confier son petit à moi? Pendant 2 semaines, l'ourson se remit rapidement. Je l'avais nommé Baxter, même si je savais qu'il ne pouvait pas rester avec moi. L'ours venait parfois, mais restait prudente, acceptant à peine l'aide que je lui offrais. Un jour, la shérif adjointe Louise Gentry vint me voir. « C'est un problème, Eden. Les services de la faune viennent récupérer l'ourson dans quelques jours. Tu dois prendre une décision. » Je ne pouvais plus dormir, tiraillé entre l'attachement grandissant pour Baxter et la réalité de sa nature sauvage. Je savais que je devais le libérer, même si cela me brisait le cœur. Ce matin-là, je pris Baxter dans son panier, le chargeai dans le camion et me rendis dans la forêt. Là, je le laissai sortir dans une clairière. Alors qu'il regardait autour de lui, un bruit de branches craquées se fit entendre. L'ours était là, l'observant à distance. Baxter, incertain, hésitait. Puis, il fit quelques pas vers sa mère. Le cœur battant, je restai là, témoin de la réunion. L'ours s'approcha, le renifla, et sans un regard en arrière, elle s'éloigna dans les arbres avec Baxter à ses côtés. Des mois passèrent. Un matin, je trouvai des baies sauvages sur mon porche, un cadeau mystérieux. Je savais qu'il avait déposé. Chaque automne, des petites surprises apparaissaient, des bailles, des pommes de pin, des signes que Baxter et sa mère se souvenaient de moi. En écrivant mon livre, je pense souvent à ce petit ourson et à sa mère. Ils m'ont appris la compassion, à lâcher prise et à comprendre que parfois, les liens les plus forts se tissent de manière inattendue. Aujourd'hui, lorsqu'on me demande de cette figurine d'ours sculptée que je garde en souvenir, je souris et réponds que c'est juste un petit souvenir des Adirondacks. Mais pour moi, c'est bien plus que cela,
c'est le rappel de l'histoire d'un petit ours et de la forêt qu'il a vu grandir.